Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo qui sera consacrée aux fous. On a vu les tours la dernière fois, comment est-ce qu'il fallait bien les manœuvrer, et là maintenant on va s'attaquer du coup à l'une des pièces mineures, le fou. Alors, on va juste prendre les éléments de base par rapport à cette pièce. Le fou, en termes de nombre de pions, vaut 3 pions. Et c'est une pièce dite plutôt de longue portée, parce qu'elle se déplace en diagonale. Cependant, le fou a un désavantage par rapport à toutes les autres pièces du jeu, c'est que cette pièce-là ne peut se déplacer que sur la moitié de l'échiquier. En effet, étant donné qu'il se déplace en diagonale, les fous ne pourront tout simplement pas changer de couleur. Et dans cette position initiale, vous voyez en rouge ce qu'on appelle les fous de case blanche, car ils démarrent sur case blanche et ils termineront la partie sur case blanche. Et en vert, vous avez les fous de case noire, puisqu'ils commencent sur case noire et ils termineront la partie sur case noire. Du coup, le fou, comment bien le sortir? Comme vous pouvez le constater, on peut le sortir par deux voies différentes. D'abord par la voie que je dis la voie classique, qui est par la diagonale la plus grande depuis la case de départ du fou, mais il y a également par ce côté-là, et particulièrement la case ici en G2, ou en B2, B7, G7, que l'on appelle les cases de fianchetto. Alors qu'est-ce que ça signifie fianchetto? Ça signifie petit côté, et en fait, ça dit qu'on va développer le fou sur le petit côté. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que depuis ces cases-là, le fou sera sur la plus grande diagonale blanche ou noire de l'échiquier. Voyons maintenant l'exemple d'une partie où les joueurs vont développer leur fou. Alors, j'ai décidé de me lancer dans une ouverture type Pirc, et les blancs sortent un premier fou ici en E3, les noirs sortent leur fou en G7, les blancs en E2, et on arrive dans cette position où les blancs ont donc développé leurs deux fous via la voie normale, et les noirs ont un fou qui est développé sur le fianchetto qui contrôle la grande diagonale, la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Tandis que le fou de case blanche des noirs en C8 n'est pas encore développé. Alors l'un des pièges principaux à connaître lorsqu'on développe le fou, c'est un enfermement qui s'appelle l'arche de Noé. Alors pourquoi ça s'appelle l'arche de Noé? J'en sais rien. Mais ce qui est important, ce n'est pas de savoir pourquoi ça s'appelle l'arche de Noé, mais c'est de savoir en quoi ça consiste. Admettons que les blancs ouvrent par E4, les noirs jouent C5. Et les blancs sont des joueurs d'espagnol, et ils vont continuer leur développement de la manière suivante. Ils mettent le cavalier en F3, les noirs en C6, et ils jouent fou B5. Ce n'est pas une espagnole, c'est une Rossolimo. Ça change pas mal les choses, parce que si maintenant les noirs jouent A6, les blancs doivent prendre ici le cavalier, parce que s'ils jouent fou A4 comme dans une partie espagnole, est-ce que vous voyez comment est-ce que les blancs perdent le fou? Eh bien, on avance les pions, B5, le fou doit venir en B3, et puis C4, et le fou est enfermé par ce qu'on appelle l'arche de Noé. Voyons maintenant ce piège d'ouverture qui peut arriver si vous jouez une partie à niveau intermédiaire. Ça peut vous arriver, donc histoire que vous ne tombiez pas dans le piège, on va aller dans une position type espagnol, très classique. Les noirs vont sortir leur cavalier F6, cavalier C3, fou E7, petit roc, B5, fou B3, et les noirs font petit roc. Ça, c'est une position que vous pouvez avoir. Ici, les coups qu'il faut retenir, c'est soit D3, soit H3, soit A4. Ce sont les coups principaux. Et attention à ne pas jouer D4 qui paraît être un coup, ma foi, normal. On prend le contrôle du centre, on challenge le pion en E5. Et pourtant, ce coup met déjà les blancs dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'il y a manière de gagner le fou en le piégeant par l'arche de Noé. On joue pion prend D4, cavalier prend D4, on échange les cavaliers. Et le problème, c'est que la dame se retrouve maintenant en D4, et lorsque les noirs vont jouer C5, ils vont gagner un temps sur la dame. Et les blancs ne peuvent pas soustraire et la menace de la dame et la menace C4. Ils doivent écarter leur dame et après C4. À nouveau, les blancs sont piégés par l'arche de Noé. Autre notion importante lorsqu'on parle des fous, et peut-être même la plus importante, c'est de distinguer quel est le bon et le mauvais fou. Par exemple, ici, nous sommes dans une situation où les blancs ont un bon fou et les noirs un mauvais fou. Pourquoi donc? Eh bien, il faut regarder la couleur des pions centraux. Ici, vous avez les pions noirs qui sont sur des cases noires en D6 et E5. Et le fou, du coup, il a du mal à vraiment rayonner, il doit jouer pas mal de coups pour avoir des cases plus ou moins intéressantes. Tandis que les blancs, eux, leurs pions, sont sur case blanche, avec un fou qui est sur case noire. Le fou a beaucoup plus d'espace, il peut circuler beaucoup plus facilement, et va poser beaucoup plus de problèmes que le fou de l'adversaire. Alors maintenant, question un petit peu bête, vous allez me dire, mais est-ce que tous les mauvais fous sont mauvais? Eh ben non. Regardez cet exemple. Regardez le fou blanc de case blanche. C'est normalement censé être le mauvais fou,
puisque les pions centraux sont également sur case blanche. Mais vu que le fou est de l'autre côté de la chaîne de pions, il attaque quand même dans le camp adverse. Et bien que ce fou soit mauvais, il est quand même pas si mauvais que ça, puisqu'il peut attaquer. Et c'est ce qu'on appelle le fou actif. Donc vous vous en doutez, si l'adversaire a un fou qui est bon et que le vôtre est mauvais sur la même case de couleur, la meilleure chose à faire, ce serait de faire un échange. Étant donné que l'adversaire va perdre une bonne pièce et vous, une pièce considérée comme mauvaise. Voici ici un exemple de partie où justement les blancs ont un bon fou de case noire, puisque le pion central des blancs est sur case blanche et ce fou rayonne, tandis que le fou de case noire, lui, il est bloqué par le pion E5. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs? Ils vont chercher à échanger ce fou contre leur propre fou. Ils ont ici joué H5. Est-ce que vous voyez l'idée qu'ont les noirs? Ils veulent jouer roi H7, puis fou H6, et forcer ainsi l'échange des fous. Alors juste pour voir un petit peu la partie, comment est-ce qu'elle avait évolué, les blancs ont joué cavalier B5, ils attaquent le pion C7, tour C8, ils défendent le pion, C3, bien joué. Bien joué parce que ça occupe les cases ici du cavalier, donc ce cavalier C6 manque maintenant d'activité, mais du coup, les noirs de leur côté vont continuer leur plan, ils jouent roi H7, et après cavalier A3, fou H6, l'échange ne peut pas être évité, puisque de l'autre côté, il y a la dame blanche, donc ils doivent prendre, fou prend H6, et après dame prend H6, dame prend H6, roi prend H6, en 6 coups seulement, alors qu'on était dans cette position, où on se disait, les noirs manquent d'espace, les blancs semblent un petit peu mieux, juste en échangeant ces pièces. Là maintenant on arrive dans une position beaucoup plus plate, qui tend plutôt vers la nulle, ce à quoi la partie avait abouti à la fin. Donc, vous l'aurez compris, un fou doit être bon. Et dans la mesure du possible, vous devez placer vos pions sur la case de la couleur opposée de votre fou dans la mesure du possible. Regardez cette position. Le fou en E3 à l'heure actuelle est complètement bouché par les pions D4 et les pions F4. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Eh bien, il faut avancer le pion central. Après D5, tout de suite, le fou a beaucoup plus d'activité. Et vous allez pouvoir, par exemple, ici, aller chercher le pion B6. Le fou va pouvoir par la suite circuler beaucoup plus facilement entre les lignes. Et j'espère que vous voyez la différence entre ici ce fou qui est complètement bloqué et ici ce fou qui a beaucoup plus de liberté. Vous vous posez peut-être une question. Finalement, je vous ai dit le fou vaut 3 points et le cavalier aussi. Et peut-être vous vous demandez, mais qui est mieux, dans quelle position et pourquoi? Alors, on le verra aussi un peu plus en détail dans la vidéo qui sera dédiée au cavalier, mais je peux déjà vous répondre pour les fous, et je pense que vous l'aurez compris, vu que le fou est une pièce qui est de longue portée, les fous seront beaucoup plus habiles à travailler dans des positions ouvertes. On va voir ici une ouverture qui est un gambit, où en fait les blancs vont sacrifier 2 pions, ils jouent ici C3, puis on prend C3, ils vont mettre leur fou sur C4, et si les noirs décident d'aller chercher le pion B2, après fou prend B2, les blancs ont 2 pions de moins, mais regardez l'activité des fous, et là maintenant, vu que les pions centraux se sont pas mal échangés, il n'y a plus vraiment de possibilité de boucler le centre. Ce qui fait que les fous blancs seront absolument monstrueux. A l'inverse ici, nous avons une position qui est beaucoup plus fermée. On le voit, il y a les pions centraux des noirs qui bloquent beaucoup la situation, ceux des blancs également. Et finalement, les noirs, ils ont la fameuse paire de fous, dont on dit à chaque fois tellement de bien. Mais est-ce que cette paire de fous est vraiment bonne ici? Absolument pas. Le fou de case blanche est complètement obstrué par les propres pions, tandis que le fou de case noire, il est obstrué par les pions de l'adversaire. Donc du coup, dans cette position, les cavaliers C5, D4 sont largement plus forts que les fous C7, D7. Dans cette position, les noirs doivent trouver un moyen d'ouvrir la position. S'ils n'ouvrent pas la position, ils vont se retrouver moins bien directement et ne pourront tout simplement pas exploiter leur paire de fous. On va terminer cette première partie sur les fous avec un concept un petit peu plus compliqué, les fous de couleur opposée. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est compliqué? Parce que c'est une combinaison qui favorise l'attaque. Regardez cette position. Les noirs, ils ont le fou de case blanche et les blancs ont le fou de case noire. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que les noirs ont une pièce de plus sur case blanche et les blancs ont une pièce de plus sur case noire. Ce qui fait que les blancs, ils vont pouvoir plus facilement circuler sur case noire et à l'inverse, les noirs plus facilement attaquer sur les cases blanches. Alors regardons cet exemple ici. Les noirs ont le trait. Ils ont un seul coup qui leur permet de garder un avantage. Est-ce que vous le trouvez? Vous avez peut-être compris qu'il faut du coup attaquer et le premier coup qui vous viendrait à l'esprit serait fou F3. Avec l'idée dame H3, dame G2 mat. Et c'est vrai que ça paraît très très fort. Malheureusement, les blancs réussissent à s'en sortir en jouant roi F1.
et le roi va pouvoir s'éloigner de l'autre côté. Et avec ce pion D5 blanc qui est monstrueux, ça va être compliqué d'aller chercher la victoire. Et l'autre coup qu'on pourrait se dire également, ce serait Dame H3, avec l'idée, finalement, fou F3, je le fais au prochain coup. Le problème ici, c'est qu'il y a Dame E8, échec, attaque le roi, et attaque le fou. Donc du coup, finalement, il faut trouver une autre méthode pour attaquer. Et cette méthode-là, c'est de jouer fou D3. Alors, c'est quoi la différence avec les autres coups d'attaque? Déjà, Dame E8 échec ne fonctionne pas, parce qu'on garde la dame à la protection, et de toute façon, le fou n'est plus en E2. Et l'autre idée, c'est Dame D1, échec qui force un mat. Parce que vous voyez, si les blancs jouent A3 par exemple, Dame D1 échec, Roi G2, et Dame F1, échec et mat. Du coup, les blancs doivent être très attentifs à cette menace. Et ils vont jouer ici Dame E6. L'idée, c'est que si les noirs jouent maintenant Dame D1 échec, ils vont pouvoir jouer Dame E1. Et s'il y a l'échange des dames, on se retrouve finalement dans une finale de fou de couleur opposée. Et comme vous l'aurez compris, vu que chaque joueur a une pièce de plus sur la couleur de l'adversaire, généralement ça a tendance à se terminer en nul, même s'il y a un pion de plus pour l'un ou l'autre joueur. Du coup, dans cette position, à nouveau, un seul coup qui permet aux noirs de garder l'avantage. Et ce coup, c'est fou E4. L'idée de fou E4, c'est qu'on interdit la dame de revenir en défense. Et la menace dame D1 échec est à nouveau en place avec la même idée que précédemment. Si ici les blancs jouent un coup au hasard, dame D1 échec, et le roi n'a plus accès à la case G2, ils doivent sacrifier leur fou, et après dame prend E1, c'est tout simplement échec et mat. Dans cette position, finalement, les blancs se disent que eux aussi ils ont de l'attaque, et ils jouent fou D4. Et là, il faut pas tomber dans la facilité, il faut trouver le bon coup. On pourrait se dire, bon dame F3, et dame G2 mat est absolument imparable au prochain coup. Oui, mais les blancs également ont de l'attaque, eux sur case noire. Et ce sont les blancs qui vont mater en premier grâce à dame prend H6, échec. Le pion G7 est cloué, il ne peut pas prendre la dame. Donc roi G8 seul coup, et dame prend G7, échec et mat. Et c'est pour ça finalement qu'il faut attaquer avec la même idée qu'on a eue au tout début, par dame D1, échec. Il faut faire échec pour pas que les blancs puissent contre-attaquer. Et ici finalement, on est face à un mat forcé. Après roi F2, dame D2 échec, roi F1, fou D3 échec, roi G1, dame D1 échec, et après roi F2, dame F1 échec, roi E3 et dame E2 échec et mat. Et vous voyez comment les noirs ont réussi à tout manœuvrer sur les cases blanches, alors que de l'autre côté les blancs ont tenté de contre-attaquer sur les cases noires et ils n'ont pas eu le temps. Voilà, c'est sur cette position que cette première partie sur les fous s'achève. Vous connaissez maintenant les principales manœuvres et les principaux enjeux stratégiques à connaître avec les fous. On va se retrouver très bientôt pour étudier les finales de fous, les finales basiques. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine!